Bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Medine, nous voilà de retour pour cette nouvelle émission, les blockbusters de l'été, épisode 4. Donc le premier petit bilan et petit débrief qu'on va faire, on va parler de Batman un long Halloween, un film d'animation proposé par l'univers DC et Warner Bros, qui est le 42e film sorti dans l'univers DC en film d'animation. La première partie est sortie le 22 juin 2021 et la partie 2 est sortie le 4 août 2021. Les voix qu'on a enregistrées, nous avons Jason Eccles qui joue le rôle de Batman, qu'on connaît sur la série Supernatural et bientôt dans The Boy la saison 3, et Josh Duhamel que vous connaissez dans la licence Transformers, les films de Michael Bay, qui joue le rôle de Harvey Dent. Donc le film d'animation est en deux parties parce qu'il reprend Batman contre son combat contre la corruption et contre les familles mafioso qui sont les Falcon et les Maroni. D'ailleurs, cette partie de Batman a été inspirée pour les films de Nolan dans la trilogie de The Dark Knight. Donc du coup, nous allons faire le petit débrief. Donc DC chaque année nous sort des films d'animation tirés d'un personnage de l'univers DC. Cette année nous avons eu le droit à deux films de Batman qui est un long Halloween partie 1 et partie 2. Et nous avons un film d'animation qui est sur Flash et Wonder Woman avec la Justice Society of America. Donc du coup, qu'est-ce que je peux résumer en deux mots un Batman, un long Halloween. Donc ça reprend, comme je vous ai dit, la BD Un long Halloween qui est en deux parties. C'est une partie qui est vachement connue dans l'univers de Batman. C'est là où Batman, du coup, mène son côté détective et non pas justicier. Il cherche un meurtrier qui s'appelle le Calendrier Man, qui fait des meurtres à chaque fête dans le calendrier, en fait, tout simplement. Donc la Saint-Valentin, Noël, jour de l'an, etc. Et du coup, les deux parties, ils expliquent en fait son enquête qui recherche ce fameux meurtrier, parce qu'il s'en prend à chaque fois aux familles mafioso qui dirigent Gotham, qui sont les Maroni et les Falcone. Et du coup, en fait, au début, nous voyons Batman faire une alliance avec le commissaire Gordon et Double Face. Enfin, il n'est pas encore Double Face, mais il est Harvey Dent, le procureur jeune, bourré de talent, qui veut se débarrasser de la corruption dans Gotham. Et la deuxième partie, après, c'est la déchéance de Harvey Dent, où Harvey Dent part en cacahuète, et du coup devient, bien sûr, Double Face. Donc, très bon film d'animation, dynamique, les dessins sont super bien faits, les musiques sont bien faites, enfin bref, la BD est bien respectée, en sachant que moi je l'ai lu, puisqu'elle est publiée chez Urban Comics. Donc ceux qui aimeraient la voir, c'est possible en bouquin, vous n'êtes pas obligé de le voir en film. Et du coup, très bon film, franchement, c'est très agréable, les dessins sont assez agréables. Ils ont un petit côté vintage qui est pas mal, pas trop mal. La voix de Jason Ackles en Batman est vachement crédible et Josh Duhamel qui joue Harvey Dent et aussi sont vachement crédibles, sont vraiment de très bons Batman et de Harvey Dent. On est à fond dans la trame jusqu'à la fin. On a plusieurs personnages de l'univers de Batman qui apparaissent, bien sûr. Vous avez Catwoman, vous avez le Joker, vous avez le Sphinx, enfin l'homme mystère. Vous avez plein de personnages qui apparaissent dans ces deux parties du film. Et du coup, je vous le conseille très fortement. En sachant que l'autre film de Wonder Woman et de Flash, Justice Society of America, j'ai pas accroché. Ils ont fait un petit côté vintage des années 40 que j'ai du mal à accrocher. L'histoire après, bon, ça reprend une histoire classique de Flash qui se balade d'un monde parallèle à un autre, qui est la création de la Justice League par la suite. Donc du coup, pas très intéressant et franchement un peu dommage que, franchement, si vous le regardez pas, c'est vous ratez rien en fait. Donc on va rester un petit peu dans l'univers DC. Cette émission est un peu spéciale DC parce que nous avons, qui est sorti le 12 août pour être exact, sur HBO Max, sur la plateforme de streaming que nous n'avons pas encore, qui est aux États-Unis pour l'instant en exclusivité, la fameuse saison 3 de Titan. Donc pour ceux qui connaissent pas Titan, je vais rappeler, c'est une série qui a été produite par DC et Warner Bros. Bien sûr. Au départ, c'était pour la plateforme de DC Universe qui a malheureusement pas marché, donc ils l'ont fermé très récemment. Et du coup, ils ont été diffusés sur Netflix chez nous et après, par la suite, ont été rachetés pour HBO Max, du coup. Du coup, la saison 1 allait sortir en 2018 et la saison 2 2019. Et du coup, il y a à cause de la pandémie Covid, la saison 3 devait sortir un petit peu tôt en 2020, mais elle a été repoussée d'un an pour que les acteurs puissent réaliser cette fameuse suite. Donc, je répète un petit peu l'histoire pour ceux qui connaissent pas. Donc, Titan, ça raconte l'histoire
du jeune prodigue Robin, qui est Dick Grayson au départ pour la première saison, qui s'appelle en fait Richard Grayson, qui en a marre d'être dans l'ombre de Batman, qui Batman a un peu formé Dick pour devenir une arme. Du coup, Robin veut sortir de son ombre, hein, tout simplement, donc décide de former un groupe avec des jeunes titans qui sont tous les alliés des super-héros. Donc ça rejoint Wonder Girl, Superboy, Beast Boy, enfin bref, pas mal de jeunes héros qui ne sont pas les super-héros principaux, mais qui sont plus les acolytes. Donc du coup, ils décident de former un groupe qui s'appellera les Teen Titans, et puis par la suite les Titans. Du coup, en fait, c'est un groupe en gros qui se réunissent régulièrement quand, par exemple, Robin veut faire des missions à part avec Batman, tout simplement. Du coup, la saison de Titan commence comme ça. En fait, Robin en a marre du costume de Robin, hein, clairement, il le déteste, donc il le finit par le brûler. Enfin, Dick Grayson, hein, qui est joué par Brandon Thwaites, qu'on a déjà vu dans la Pirates des Caraïbes 5, qui jouait le fils de Turner, je sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Donc du coup, c'est tout simplement Robin en a marre, il brûle son costume de Robin parce qu'il se rend compte qu'il devient une arme et non plus ce que à la base était prévu, parce que Robin à la base était une réponse à sa vengeance, et du coup maintenant Robin est devenu plus une arme à Batman, enfin un faire valoir. Donc du coup Dick Grayson en a ras le bol, il brûle le costume et décide de partir en San Francisco pour devenir un keuf, tout simplement, il devient flic. Et du coup, par la suite, il rejoint les Titans qu'il avait formés au plus tôt, quand il était jeune, à cause d'une jeune fille qui s'appellera par la suite Raven, qui a des gros problèmes avec son père, qui décide de revenir sur Terre, qui s'appelle le démon Trigon, pour ceux qui connaissent pas. Donc du coup, il se fait une alliance avec des nouveaux Titans qui seront Beast Boy et Starfire, et du coup, forcément, par la suite, Raven, qui découvre ses pouvoirs au tout début, donc n'est pas encore en pleine possession de ses pouvoirs. Du coup, la saison 1 reprend un peu la présentation de tous les personnages, les différents personnages de l'univers de Titan, et après, par la suite, une nouvelle alliance entre les nouveaux Titans et les anciens, qui s'allient contre l'ennemi Trigon, du coup, qui essaie de revenir sur Terre, tout simplement. La saison 2, après, tout simplement, Dick Grayson, comme a-t-il abandonné son costume de Robin, n'est plus Robin, du coup, il décide de former les Titans, devient plus un maître, un sensei, en gros. Et là, nous apprenons que Batman a créé un nouveau Robin, qui s'appelle, bien sûr, tous ceux qui connaissent, Jason Todd. Et du coup, Jason Todd est envoyé par Batman pour que Dick Grayson le forme, parce qu'il le trouve un peu impétueux, un peu imprévisible. Donc, Dick Grayson, au début, l'apprécie légèrement, parce que tout simplement, Batman l'a remplacé en un clin d'œil, quoi. Et du coup, Jason Todd, en fait, est hyper violent et super, encore pire que Dick Grayson, du coup. Donc, il essaye de le former comme il peut, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et du coup, après, par la suite, revient un ennemi qu'ils ont affronté étant jeune, qui a justement séparé la première équipe des Titans, parce que là, c'est la deuxième équipe, c'est une nouvelle équipe, du coup, qui est Deathstroke, qui revient à la vie, enfin, que tout le monde croyait mort, n'est pas mort, tout simplement, et décide de se venger des Titans, tout simplement. Et voilà, nous retrouvons tous nos héros de la première saison, qui essayent de former les nouveaux Titans, et bien sûr, Deathstroke est le ennemi principal, qui fout un petit peu la merde. Et du coup, apparaît bien sûr enfin Superboy et Crypto, qui rejoint l'équipe des Teen Titans, enfin des Titans, par la suite, qui forment une nouvelle équipe, hein, là on va dire la version 2, tout simplement. Et voilà, ils essayent de s'allier pour déjouer les plans de Deathstroke et du Docteur Light. Donc nous avons deux ennemis jurés de l'univers de DC, tout simplement. Et du coup, là, enfin, la saison 3 est arrivée. Et là, j'ai vu le premier épisode récemment. Désolé, j'ai fait un petit résumé rapide de la saison 1 et la saison 2, hein, parce que je ne vais pas en trop vous spoil, bien sûr. Donc la saison 3 a commencé le 12 août, comme je vous l'ai dit, donc il y a eu un seul épisode de disponible pour l'instant, et du coup, nous apprenons que maintenant Dick Grayson affiche bien haut et fort son nouveau blason, qui est bien sûr Nightwing, que vous avez reconnu sur mon logo de mon t-shirt, qui est justement le personnage que je préfère dans l'univers de DC après Superman, parce que je suis un gros fan de Superman, mais pas que. J'aime aussi plusieurs personnages de l'univers DC, et Nightwing est un de mes personnages préférés, parce que c'est vraiment, comment dirais-je, c'est pas Batman, et je suis pas fan de Batman, mais je préfère comment Nightwing fonctionne, en fait. J'arrive plus à comprendre un personnage comme Dick Grayson qui devient Nightwing pour par la suite devenir le chef des Titans,
que de tout simplement de comprendre un Batman qui est rongé par la haine tout simplement. Et du coup dans cette saison 3, Nightwing toujours est à la tête des Titans. Mais cette fois, nous apprenons que Jason Todd s'est fait assassiner dès le début, dès le premier épisode par le Joker, soi-disant. Et du coup, nous apprenons qu'il n'est pas mort, il va revenir en Red Hood. Donc voilà, je vais passer un petit peu à la critique rapide des 2 premières saisons et de la saison 3, le premier épisode bien sûr. Alors, après cette petite présentation rapide de la saison 1, la saison 2 et le début de la saison 3, je vais enfin vous donner ma critique perso. Donc j'étais très très emballé par la série Titan quand j'ai vu les premiers extraits des premières images parce que enfin on avait une pseudo origin story de un de mes personnages préférés qui est bien sûr le premier Robin Richard Grayson qui devient par la suite Nightwing. Du coup, j'avais hâte de la découvrir, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Donc la saison 1, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'elle est hyper longue à démarrer, le temps de présenter tous les personnages. En fait, vous avez un épisode par personnage, en fait, c'est vraiment relou. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, parce que la première saison, vous avez presque 5 ou 6 personnages de base, donc ça fait déjà 5 ou 6 épisodes de bouffer, parce que chaque épisode présente un perso. Donc c'est vraiment relou, et c'est vraiment en fait à la fin de la dernière épisode de la première saison où ça devient intéressant en fait. Voilà, tout simplement. Il faut attendre vraiment le dernier épisode pour que enfin l'histoire démarre quoi. Parce qu'il faut savoir que bon, ils ont voulu faire une origin story à travers une équipe de Titans. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Je trouve que c'était plus intéressant de faire un truc sur Nightwing et après par la suite Titan que de faire d'abord les Robin qui devient Nightwing en étant Titan. C'est pas logique. Donc voilà, c'est bon, c'est leur politique, c'est leur façon de faire, hein, c'est pas la nôtre. Du coup, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que du coup, c'est pas dans le même univers qu'on a connu, hein, c'est pas dans le Arrowverse, parce que en fait, c'est grâce à la série Arrow, Flash, Supergirl, etc., etc., qu'ils ont voulu se lancer dans la série Titan. Du coup, donc ils apparaissent pas du tout dans l'univers de Arrow, bien sûr, ils ont fait une seule apparition non, vers la fin dans dans le spin-off où il y avait tous les super-héros réunis, ils font une petite apparition rapide, donc ils font pas partie du même univers, ils ont absolument rien à voir. Du coup, on apprend que dans cet univers, Superman et Batman existent, mais Superman et Batman, Batman est un vieux, qui est joué par un acteur qui est joué dans Game of Thrones. Du coup, donc, je trouve ça un peu dommage qu'ils ont pris un Batman vieillissant. Je trouvais ça plus intéressant de mettre un mec, je sais pas moi, qui peut encore endosser le costume, parce que bon, on sait pas le héros, mais il fait partie de l'univers, parce qu'ils le mettent dedans, donc ça a été logique d'avoir un Batman toujours en activité, quoi. Parce que Nightwing, c'est vraiment un personnage intéressant, pour ceux qui connaissent pas un peu l'histoire de Richard Grayson, je vais vous la résumer très rapidement. Donc Richard Grayson, c'est bien sûr un athlète du cirque à la base, avec sa famille qui s'appelle les Flying Grayson, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont des acrobates, des gymnastes, des trapézistes, si on peut dire le mot trapéziste, hein, je sais pas. Et du coup, en fait, sa famille est assassinée durant un spectacle, pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup, comme Batman et comme Bruce Wayne, il perd ses parents à l'âge de 8 ans, je crois, enfin bref, ou 10 ans. Il est hyper jeune comme Batman, du coup, et du coup, Batman, enfin Bruce Wayne, qui est pendant le spectacle où ses parents meurent à Dick Grayson, voit l'accident, décide en gros, de adopter Dick Grayson, du coup, parce qu'en fait, ça lui rappelle le traumatisme qu'il a eu en étant jeune, et du coup, il prend l'initiative de l'adopter, et par la suite, après, Dick Grayson découvre que Bruce Wayne était autre que Batman, du coup, décide de devenir le premier Robin. C'est lui qui prend l'initiative, de dire, voilà, écoute, moi, je veux me venger comme toi, on est pareil, donc donne-moi la possibilité de me venger, forme-moi. Il demande à Bruce Wayne de le former, et il devient le premier Robin. Donc c'est là où c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, ça se ressemble très très proche, les histoires, les passés, et du coup, après, par la suite, c'est très divertissant parce que du coup, Dick Grayson est un enfant, il est enjoué, il est drôle, il est fun, et ça n'a rien à voir avec Batman qui est sombre et obscur, en gros. Il est violent, il est pas là pour blaguer, tandis que Dick Grayson, il allégeait un peu l'univers sombre de Batman, quoi. Et les fans ont fait une grosse polémique parce que ils détestaient ce fameux Robin. En fait, ils pensaient que Batman n'avait pas besoin d'acolyte, alors que si, moi je pense qu'il en a besoin d'acolyte, hein, parce qu'il est tellement sombre comme mec que il a besoin. Et du coup, en fait, par la suite, Robin devient de plus en plus sombre à cause de cette histoire de Batman s'en sert comme arme. Et du coup, quand il décide d'abandonner le costume de Robin, c'est dans les BD, Nightwing le fait à partir de 15 ans, en gros. En gros, il se débarrasse du costume, il dit va te faire foutre. Moi, je suis plus ton objet, laisse-moi tranquille. Mais avant, il y a déjà le groupe des Teen Titans qui a été créé, hein.
Donc déjà, la saison Titan n'a rien à voir, parce que voilà, il y a déjà ils en parlent très rapidement en flashback, comme quoi Robin fait partie des Titans, mais voilà, c'est sans plus quoi. Tandis que au tout début dans les BD, c'est bien Dick Grayson et à l'époque c'est Flash Kid et il me semble c'est Wonder Boy ou Wonder Girl qui décident de former les Teen Titans avec Supergirl et tout le tralala. Donc voilà, donc déjà c'est pas logique par rapport à ça. Bon après Titan se rattrape avec les flashbacks de la série, ils font des flashbacks d'avant ce qui s'est passé, donc ça peut passer. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas eu tout ce côté-là, bien sûr, parce que vous avez vu c'est hyper long à installer, parce que Dick Grayson ne vient pas Nightwing comme ça du premier jour quoi. C'est du bout d'un moment il en a marre du costume de Robin, il le tège et après il devient Nightwing. Donc là c'est plus ou moins respecté, mais ils ont pris trop de liberté par rapport à ça quoi. C'est un peu dommage. Donc la saison 1, comme je l'ai dit, trop d'épisodes qui servent à rien, la présentation des personnages. Et c'est vraiment la saison 2 où ça devient un peu plus intéressant quand on apprend que, du coup, dans le passé, la première équipe des Titans sont séparés à cause de la mission de Deathstroke. C'est à cause de ça qu'ils ont abandonné les Titans. Et du coup, quand Grayson décide de reformer les Titans, de faire les Titans numéro 2, enfin version 2 avec Starfire, Beast Boy et Raven, du coup Deathstroke réapparaît et dit attends, je vais me venger mon gars parce que t'as voulu me tuer mais je suis pas mort quoi. Et du coup là ça devient intéressant, la saison 2 est un peu plus intéressante par rapport à la saison 1, donc du coup est vachement plus sympa, et c'est là qu'on apprend en fait Dick Grayson commence à envisager de changer de costume pour devenir autre chose, voilà. Mais ils disent pas quoi encore. Et du coup c'est là qu'on apprend que Batman l'a remplacé très rapidement, hein, Jason Todd. Et du coup, c'est à cause de ça aussi, déjà qu'il avait brûlé son costume, il s'est dit que c'est la bonne décision, je ne suis plus Robin, je ne serai plus jamais Robin, quoi, je vais devenir autre chose. Et en fait, à la fin de la saison 2 de Titan, en fait, Nightwing, Dick Grayson commence à devenir autre chose, mais il n'a pas encore donné son nom. Et ce que j'ai reproché, c'est qu'à la saison 3, on apprend, il est déjà Nightwing, quoi. Tu te dis, ah ouais, ok, d'accord, mais avant, il y a un truc qui s'est passé, il manque quelque chose, quoi. Il manque un bout. Et du coup, quand Jason Todd meurt, je trouve que c'est un peu trop rapide parce que voilà, on l'a à peine vu dans la saison 2. Ils le tuent dans la saison 3 déjà. Ouais, ils le font passer Redwood. Ils vont trop vite. En fait, ils prennent trop de simplicité entre les trames. C'est trop compliqué quoi. Et du coup, ça devient plus très logique quoi. Et du coup, pourquoi pas, on apprend que Joker l'a tué, ok, et qui s'est rendu comme ça sans rien dans la saison 3. Tu dis ok. Alors, connaissant comme on connaît tous le personnage du Joker, le mec il défonce Robin et il se rend, normal, tout va bien. Ouais, je trouvais ça moyen, et que après à la fin que Bruce Wayne lui dit écoute, sois un meilleur Batman que moi, il abandonne son costume de Batman, tu dis ouais, non, c'est pas trop ça non plus. Donc ils ont pris trop de liberté par rapport à ça. Du coup, vous avez Dick Grayson, il est déjà Nightwing, on sait pas pourquoi. L'autre là, Jason Todd, il apparaît à peine, il est déjà mort. Et on apprend que le Joker, il l'a buté. Et on le voit même pas, on le voit qu'une ombre qui frappe. Je trouve ça un peu dommage. J'espère que dans les autres épisodes, on va en voir un peu plus, parce que là, je trouve ça limite foutage de gueule, quoi. Voilà, on sait que voilà, Redwood va arriver, mais voilà quoi, le Batman il abandonne son costume, c'est pas possible. Il y a plein de trucs qui sont pas cohérents en fait. Donc voilà, donc j'ai trouvé la saison 3 malheureusement mal démarrée, j'espère qu'elle va bien se terminer, hein, mais on verra bien la suite. Hein. Mais sinon en général c'est une très très bonne série, elle est un peu plus sombre que Arrow ou Flash, donc c'est un peu plus intéressant, les personnages sont plus intéressants, Superboy et Nightwing sont des personnages que j'apprécie énormément, donc j'espère qu'ils vont vachement être développés, en sachant que les origines story de Superboy ont été respectées, donc ça va. Nightwing, ça a été survolé, ça a été respecté mais survolé, je pense qu'il manque des bouts, clairement. Après, est-ce qu'ils essayent pas de laisser des portes ouvertes pour par la suite faire un film solo? À la base, c'est ce qui était prévu. Il devait avoir un film solo Nightwing, donc on va voir, peut-être que c'est à jouer ici. Et du coup, je suis un peu impatient de voir la suite, parce que bon, on n'a pas beaucoup d'explications par rapport à ce qui se passe. Et du coup, c'est une très bonne série que je vous conseille. Vous pouvez voir la saison 1 et la saison 2 sur Netflix. Et la saison 3, malheureusement, vous l'aurez pas tout de suite. À part si vous faites comme moi, vous les téléchargez, hein, bien sûr. Ou si on a bien sûr HBO Max, on va peut-être les voir. Sinon, il faudra attendre qu'elle soit diffusée sur Netflix quand, en général, la saison 3 se termine en gros. Netflix la diffuse quand tous les épisodes sont sortis et que HBO Max en finit, quoi. Comme ça passe sur Netflix direct. Donc on espère que ça va faire pareil. On verra. Surprise, surprise, à suivre. Alors, avant de passer à la suite, je voulais revenir un petit peu sur Titan. Ouais, ça reste une très très bonne série. Bon, c'est tout public, hein, ça reste un peu sombre, hein, bien sûr, mais voilà, c'est un petit peu comme Arrow au début. La première saison, la saison 2 d'Arrow était hyper sombre. Et même la saison 3, c'est par la suite, ça a changé. Je trouvais ça vraiment dommage parce que Arrow était mieux sombre que par la suite ce qui est devenu, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis perso. Et du coup, j'espère que Titan, excusez-moi, va rester sombre, parce que malheureusement, moi je trouve que il y a trop de trucs flashy maintenant.
Je trouve ça dommage, faut pas oublier que avant tout, DC, ce qui a fonctionné, c'est la trilogie de Nolan qui est hyper sombre. Man of Steel a fonctionné parce qu'il est assez sombre. Du coup, j'espère qu'ils vont pas partir dans un délire flashy, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. J'espère qu'ils vont rester dans un côté badass comme ils sont et que ça va pas bouger quoi. Et plus d'explications sur ce qui s'est passé entre la saison 2 et la saison 3 parce que pour ma part, il manque des bouts quoi. On se rappelle que la saison 2, ça a un peu mal fini à cause de ce qui s'est passé. Et je trouve ça un peu dommage. On va voir, peut-être par la suite, ça sera mieux développé, on verra. Donc voilà, on va passer bien sûr au troisième petite critique qui va être le film Hitman et Bodyguard 2. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est Hitman et Bodyguard? Donc c'est un film qui a été réalisé par Patrick Hughes, qui est sorti en 2017, qui mettait en acteurs principaux monsieur Ryan Reynolds, que tout le monde connaît avec les films Deadpool, X-Men, Origin Wolverine, et Samuel L. Jackson, que nous connaissons tous pour Shaft, et bien sûr il joue Nick Fury dans le MCU. Voilà. Il y avait aussi Gary Oldman qui jouait l'ennemi du premier épisode qui s'appelle Vladislav. Et nous avons aussi Salma Hayek qui joue le rôle de Sonia, qui était la femme de Samuel L. Jackson. Donc du coup, c'était une comédie qui reprenait un cliché simple. Hein. Si vous mettez un garde du corps et un tueur à gages, qu'est-ce que ça peut donner? Donc c'était assez drôle. Les affiches d'ailleurs, ils faisaient référence à plein de films comme The Bodyguard, etc. Donc le premier était drôle, assez drôle, hein, bien sûr avec Ryan Reynolds, c'était forcément dans cette logique-là, où il y avait du flingue, de l'action et tout, des vannes, enfin bref, comme quoi un garde du corps et un tireur d'élite peuvent bosser en duo, même si forcément ils s'envoient des vannes. Donc du coup le premier était sorti comme ça. C'était un film test je pense et puis du coup il a bien fonctionné. Du coup là en 2021 apparaît le 2. Et le 2 du coup est toujours réalisé par Patrick Hughes, les acteurs principaux sont toujours les mêmes bien sûr et ils ont été rajoutés au casting monsieur Antonio Banderas qui joue Aristote et Morgan Freeman qui joue le père de Ryan Reynolds en garde du corps bien sûr, senior, voilà, qui s'appelle Bryce. Donc voilà, vous reprenez les aventures là où ils les ont laissées, grâce à, comment dirais-je, le premier film, Ryan Reynolds, enfin Bryce, devient un garde du corps célèbre, en gros, voilà, qu'il a un trophée, enfin bref, et il décide de partir en vacances. Excusez-moi, et du coup, pendant ses vacances, il tombe nez à nez, comme de par hasard, par la femme du tueur à gages qui est Salma Hayek, qui joue Darius. La femme s'appelle Sonia, comme je vous l'ai dit. Et du coup, elle est poursuivie par des assassins parce qu'ils ont capturé son mari. Et du coup, elle décide d'embaucher Bryce pour retrouver Darius qui a été kidnappé. Voilà, ça commence comme ça. Donc voilà, c'est toujours dans le même délire, hein, avec des vannes et tout, sauf que là, maintenant, vous avez la femme qui s'y joue. Donc vous avez toujours le duo Ryan Reynolds et Samuel Jackson qui avait bien fonctionné dans le premier. Sauf que là, ils ont rajouté Salma Hayek qui joue une arnaqueuse, apparemment. Du coup, le premier était pas mal, le deuxième reste dans la même logique. Hein. Bon, moi je trouve ça un peu lourdingue, certaines vannes, hein, on va pas se mentir. Il vole pas plus haut que le premier, hein, c'est toujours le même délire. C'est un peu répétitif. Le seul bonus qu'on a, c'est d'avoir les acteurs comme Antonio Banderas et Morgan Freeman qui jouent dans ce volet cette fois. Donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, bon petit film sympa. Bon, pas forcément à aller voir au cinéma, mais en DVD ou en Blu-ray, pourquoi pas. Mais ouais, c'est pas un film de ouf, ça reste drôle et sympa. Voilà, tout simplement. Donc le premier était pas mal, le deuxième est la même logique, est pas mal, pas ouf, mais voilà, ça se regarde. Donc dans cette quatrième critique, nous allons parler de Tomorrow War, qui est joué par Chris Pratt, qui est sorti le 2 juillet 2021 en exclusivité sur Amazon Prime Video et réalisé par Chris McKay. Et nous avons aussi au casting J.K. Simpson, qui joue le père de Chris Pratt d'ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je n'ai pas parlé pour l'instant parce qu'il y avait pas mal de choses à parler, donc j'ai le garder pour plus tard parce que c'est vraiment un film intéressant à parler. Le synopsis est simple, hein, c'est un jour comme tous les autres dans les États-Unis, hein, ils regardent un match de foot, enfin bref, tout va bien, et d'un seul coup, il y a un message qui vient du futur comme quoi ils ont besoin de recruter des soldats, n'importe qui, parce que dans le futur proche, bien sûr, il y a une guerre qui se propage, et du coup, les humains sont envahis par des monstres, enfin une invasion de monstres extraterrestres, soi-disant, et en fait, ils sont à deux doigts de se faire exterminer. Donc la seule solution est de retourner dans le passé pour recruter des soldats
pour pouvoir l'affronter dans le futur, en fait. Donc du coup, Chris Pratt qui joue le rôle d'un professeur qui s'appelle Dan, soi-disant anciennement expert en militaire, enfin bref, un béret vert, enfin bref, un super soldat quoi, du coup est recruté par sa fille, mais ça on ne le sait pas tout de suite, pour aller dans le futur, pour sauver le monde, tout simplement. Et J.K. Simpson, qui est aussi connu pour la trilogie Spider-Man et Justice League, c'est le père de Dan, du coup, qui est recruté aussi pour sauver, en gros, l'univers. Et lui, c'est un ancien militaire, béret vert, enfin, ce que vous voulez, du coup. Donc, du coup, on leur met un espèce de bracelet super high-tech au niveau du bras pour qu'ils puissent aller dans le futur, tout simplement, et affronter forcément les démons, enfin, les extraterrestres qui envahissent la planète. Donc ça c'était pour le synopsis, hein, tout simplement. Donc ma critique est simple, hein, Amazon a mis les moyens, a lâché un très gros chèque pour Chris Pratt qui participe au film, hein, faut le savoir. Même le film a un budget de psychopathe. Du coup moi je m'attendais à rien, hein, je vais pas vous mentir, hein, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le 1er juillet était sorti le film Dynasty Warriors, le film live. D'ailleurs nous avons fait une émission dessus. Et le lendemain, vous avez The Tomorrow War qui est sorti sur Amazon Prime Video. Et du coup, bon, j'ai vu les deux, hein, bien sûr, je vais pas vous mentir, mais j'avais vu d'abord préféré faire une critique sur Dynasty Warriors et par la suite revenir sur Tomorrow War. Parce que je voulais d'abord le voir avant d'en parler. Et du coup, j'ai trouvé ça vachement super bien fait. L'histoire est plutôt pas mal, donc c'est un peu du réchauffé, hein, un film de SF classique. Hein. Quelqu'un qui va dans le futur pour sauver le présent, avec des extraterrestres qui débarquent d'on ne sait où. Donc c'est du réchauffé, hein, on a déjà vu. Mais façon comment c'est filmé, la façon comment c'est amené. Chris McKay, il a été connu pour faire The Lego Movie. Il a fait aussi un film avec Robert Downey Jr. qui s'appelle Dr. Dolittle, le reboot, pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, Chris Pratt, vous le connaissez tous avec les Gardiens de la Galaxie, Jurassic World. Donc du coup, le film en lui-même fonctionne, hein, on va pas se mentir. Il est plutôt bien fait. L'histoire est bien amenée, et du coup, c'est d'action, forcément, explosion, à gogo, tout ce qui va avec. Donc Amazon a mis les gros moyens. Franchement, j'ai appris que par la suite, en fait, il y a eu énormément de personnes qui ont pris un abonnement Amazon Prime Video pour voir le film. Donc j'ai pas les chiffres en tête, hein, je vous dis juste que ce que j'ai vu. Donc apparemment, ils ont eu une hausse Amazon Prime Video grâce au film The Tomorrow War. Et du coup, tout de suite après, comme le film a cartonné, ils ont vendu des abonnements, ont décidé de forcément produire un numéro 2 avec Chris Pratt, etc. Donc le film est très bon. Bon, malheureusement pour vous, ceux qui n'ont pas Amazon Prime, vous ne pourrez pas le voir. Après, qui sait que par la suite, ils vont peut-être le sortir en DVD ou en Blu-ray, hein, allez savoir. Mais en tout cas, le film en lui-même est vraiment bien. Mais Amazon a commencé à augmenter les séries. D'ailleurs, ils ont produit pas mal de séries ces derniers temps, un peu comme Netflix, originales. Et du coup, maintenant, j'ai appris qu'ils se lançaient aussi dans le jeu vidéo comme Netflix, apparemment. Donc ça va être très compliqué, parce que si des grosses boîtes comme Netflix et Amazon Prime se lancent dans le jeu vidéo, je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour The Tomorrow War, plutôt bon film, hein. Je tiens à le dire, très bon film, j'ai bien apprécié et je suis pressé de voir la suite. On passe à la suite. Donc nous allons parler du dernier film qui n'est pas le plus facile à parler, donc je vais essayer d'être le plus clair et le plus simple possible. Donc en fait je vais parler du film qui s'appelle Kenshi le Vagabond, qui est un manga qui est sorti en 1994 et 99 dans les magazines Shonen Jump, qui a été créé par Nobuhiro Watsatsuki. Il a été adapté en série télévisée d'animation de 95 épisodes, ainsi qu'un film d'animation. Les 62 premiers épisodes reprennent le 18 premiers tomes, alors que les épisodes 63 à 95 sont des épisodes totalement différents du manga. De plus, une série de 4 OAV raconte le passé de Kenshi en expliquant notamment la balafre en forme de croix sur sa joue. Il y a aussi une deuxième série qui se conclut cette adaptation des OAV différent par la noirceur du manga original, un manga nommé Kenshi le Vagabond Restauration, qui est adapté en film live depuis 2012 et publié par Jump Square. Voilà pour la première partie. Là, du coup, on va passer. Que vous me direz, mais pourquoi Mehdi, tu nous parles de Kenshi les Vagabonds? En fait, c'est simple. Récemment, à partir de juin 2021 et de août 2021, vous avez eu les 2 derniers films de Kenshi le Vagabond qui sont sortis sur Netflix. Donc en juin, nous avons eu le Kenshi le commencement et en août, vous avez eu l'achèvement. Excusez-moi. En juin, nous avons eu Kenshi l'achèvement et en août, vous avez eu Kenshi le Vagabond le commencement, qui raconte en fait le début des aventures de Kenshi.
qui est le chiffre, en fait, qui est un peu le zéro, en gros. Et du coup, moi, je suis pas un fan de Kenshi le Vagabond. J'ai vu les films, j'ai vu les mangas, enfin bref, j'ai pas accroché plus que ça. Mais les films en lui-même est plutôt pas mal. Donc le film est un film japonais qui a été réalisé par Kenshi Otamo. Le premier est sorti en 2012. Le film est adapté du manga du même nom, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettant en vedette les acteurs Takeru Sato qui joue le rôle de Kenshi et de Emi Take qui joue la fille, qui joue la femme par la suite de Kenshi, et se concentre sur des événements fictifs qui ont lieu pendant la période Meiji au Japon. Donc du coup, il y a eu 5 films au total. D'ailleurs, il y a une première trilogie qui est sortie en DVD, en Blu-ray, etc. Et après, vous avez eu les 2 derniers films sur Netflix récemment. Donc le synopsis est simple, c'est après avoir participé à la guerre de Bakumatsu, Kenshi Imura erre dans la campagne japonaise, connue sous le nom de Baddosai, offre offre protection aux personnes qui en ont besoin, tout simplement, pour expier les meurtres qu'il a commis récemment. Pour ma petite critique, donc déjà c'est très compliqué de faire un film sur un manga, hein. J'aimerais un jour qu'on en parle, j'espère que ça va être la suite de mes prochaines émissions. On va terminer sur les films sur les jeux vidéo, tirés des jeux vidéo, enfin l'univers des jeux vidéo, et après par la suite on parlera des films tirés de manga. Donc là c'est un test, hein, c'est bien pour vous montrer que j'aimerais en parler par la suite. Du coup, je suis pas fervent de films adaptés de manga, hein, clairement, parce qu'à chaque fois c'est très très mal fait. Mais pour le coup, Kenshi le Vagabond, je le trouve plutôt réussi, en sachant que il y a déjà 5 films, hein, donc du coup c'est un carton au Japon, hein, bien sûr, sinon ils n'auraient pas fait 5 films, hein, vous vous doutez. Les scènes de combat sont plutôt pas mal, donc du coup malheureusement les Japonais des fois surjouent un peu, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que comme ils essayent de faire des expressions tirées d'un manga, donc c'est compliqué, c'est exagéré de base. Donc des fois quand ils jouent, ils font le film en live, du coup ils surjouent encore. Donc du coup c'est ça que je reproche un peu dans les films tirés d'un manga, c'est que les acteurs japonais, malheureusement ils sont pas très expressifs, donc ils essayent de surjouer, et après ça passe vite au gag en fait. Et du coup, bon, après, si on se concentre sur le film et l'histoire en elle-même et les scènes d'action, le film est très potable, il se regarde sans problème. Donc il est un peu long, certains épisodes durent quand même 2h20, 2h10, 2h15. Je trouve ça très très long, donc du coup, il faut vraiment s'accrocher. Mais en soi, le film est plutôt respecté, l'univers est respecté, les combats sont respectés, enfin bref, tout est potable en fait, c'est vachement bien fait. Et du coup, je vous le conseille fortement pour ceux qui ne connaissent pas Kenshi le Vagabond. Euh, Allez les voir, dites-moi ce que vous en pensez, et surtout, ça vous donne l'occasion de voir un bon petit film d'action, tout simplement, pour ceux qui connaissent pas le manga, divertissant, fun et drôle, et du coup avec une histoire, hein, parce que c'est pas souvent qu'on a des bonnes histoires, et du coup c'est vraiment intéressant. Voilà pour cette petite émission, cet épisode 4 qui est devenu un peu plus long, hein, d'accord, que d'habitude, mais bon, on aime ça, c'est cool, alors gardez le fan spirit en vous, et être passionné, c'est être fan. Ciao. No, my haters hate to see this.